Et je lance. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie qu'il y ait autant de participants ce soir pour parler de ces grandes femmes de l'histoire. On va parler, en fait, ça risque d'être un petit peu frustrant si vous avez envie qu'on détaille finalement le thème astrologique de ces grandes dames, puisqu'on va parler de Simone de Beauvoir, on va parler de Rosa Parks, de Marie Curie, de Angela Davis, de Hannah Arendt, de Virginia Woolf et de Frida Kahlo. Donc vous vous doutez bien que pour une petite conférence comme ça, hein, étant donné que ça ne va pas durer 4 heures et demie, on va parcourir simplement des grandes lignes de force qui sont saillantes dans certains de ces thèmes, avec un angle de vue choisi, celui du féminin. Ah, voilà, 2 personnes qui arrivent. Celui du féminin. Donc, je vous partage en même temps que j'ai très envie d'élargir un petit peu plus ces études-là. Pour quelle raison? Parce que on est en train de préparer avec ma collègue Émilie Charton une formation en plusieurs modules sur justement les multiples facettes du féminin. Mais puisqu'on n'a pas envie de parler que de Vénus et de la Lune, on va décliner toute cette énergie féminine et tout ce qu'elle a à révéler d'intéressant, de très intéressant, à travers les 4 astéroïdes féminins, donc c'est-à-dire Cérès, Pallas Athéna, Junon et Vesta. Donc, forcément, moi j'avais prévu cette conférence de ce soir juste avec la Lune et Vénus. Alors, je suis ravie de vous la partager, et puis en même temps, je suis frustrée parce que j'ai très envie de vous parler en même temps de la Junon, Vesta et bien sûr de, toutes les, de tous les placements très importants chez ces femmes-là. Mais je vais rester disciplinée. Focus. On a dit le féminin, Lune-Vénus. Je vais rester sur Lune-Vénus. Voilà. Je suis ma trame. Et puis, on parlera des astéroïdes une autre fois. Et voilà Sylvaine aussi qui arrive. Bonsoir aux nouveaux et nouvelles arrivées que j'ai pas eu le temps de saluer. Bonsoir, j'ai eu un problème pour me connecter. Pas de souci. Alors, il paraît que de temps en temps, quand je m'exprime, il peut y avoir un écho. Donc, si jamais c'est le cas, ou plutôt pour éviter que ce soit le cas, merci de bien couper votre micro, puisque apparemment, c'est le phénomène qui crée ce genre de choses. Voilà. Donc, allons-y. On va parler de ces 7 femmes et je vous ai préparé un joli petit slideshow, puisque quand même, si on parle de la Lune, Vénus et des femmes, je trouverais ça dommage de ne pas avoir de belles images à regarder. Tant qu'à faire. Le féminin blessé des héroïnes. Et oui, pourquoi? Parce que justement, quand on observe les thèmes astrologiques de ces grandes femmes, on n'a pas du tout affaire à un féminin posé, paisible, doux, réceptif, sécurisé. Un féminin qui coule de source. Bien au contraire, on va voir chez chacune d'entre elles que c'est un féminin qui est mis sous tension, qui est souvent contraint, parfois blessé, justement, hein, d'où ce titre, et fréquemment obligé quelque part, obligé de se transformer. C'est comme si le yin, le féminin, donc par nature yin, se retrouvait comme forcé à devoir se vivre en mode yang. Et ça, c'est pas facile à vivre, bien évidemment, pour bien vivre son féminin, mais c'est aussi quelque chose qui nous pousse en même temps à nous dépasser. Je suis en train d'observer que peut-être, je ne sais pas si d'autres personnes arrivent quand je partage mon écran. On va voir ça. Ah si, c'est bon. Voilà Grégory qui arrive. Donc, on va commencer par le premier thème, qui est celui de la passionnante Simone de Beauvoir. Donc, je vous laisse regarder un petit peu ces placements. J'espère que c'est suffisamment grand sur votre écran
pour que vous puissiez regarder le thème de cette grande dame. Cette grande dame, donc, pour celles d'entre vous qui la connaissent peut-être pas tout à fait, ou en tout cas de loin, était philosophe, écrivaine, grande intellectuelle française, et elle a quand même profondément marqué l'histoire, transformé la compréhension de la femme, du féminin dans les sociétés modernes, en particulier avec son livre événement, le deuxième sexe, où elle va citer et démontrer cette fameuse phrase qu'on connaît tous, hein, on ne naît pas femme, mais on le devient. Elle va révéler aussi à quel point la socioculture va fabriquer l'inégalité. Et puis, bien sûr, elle a ouvert la voie au féminisme d'aujourd'hui, hein. Il y a pas photo qu'elle a vraiment, elle a vraiment participé à mettre sa pierre à l'édifice. Donc, chez elle, on voit bien sûr un soleil en Capricorne, conjoint à Mercure et Uranus. Et on a donc une signature intellectuelle très, très puissante, révolutionnaire, qui refuse de vivre selon des carcans ou même des normes établies, hein. On y lie à la fois la rigueur, la lucidité froide et la capacité de rupture qui finalement va traverser un petit peu toute son œuvre. Donc dans le thème de Simone de Beauvoir, le féminin, c'est un lieu plein d'audace. Et puis, disons-le, c'est quand même une énergie finalement très yang. On voit que dans son thème, la lune est au tout début du bélier. Si jamais l'heure est exacte, sa lune est au tout début du bélier. Mais quoi qu'il en soit, elle est conjointe à Mars et au carré de Pluton. Une lune bélier qui va décrire donc un féminin combatif. Elle doit se battre, hein, pour exister en tant que femme et pour faire valoir le féminin. Un féminin qui finalement peut pas tout à fait se reposer. Et d'ailleurs ne veut pas peut-être aussi tout à fait se reposer. Un féminin qui va être obligé de lutter pour faire sa place. Donc ici, avec cette lune bélier, on peut ressentir les choses dans l'urgence, surtout conjointe à Mars. On vit dans la réaction, dans l'affirmation, parfois aussi peut-être dans la colère. C'est vraiment un féminin qui est tout sauf passif, voire même qui n'a pas le droit d'être passif, hein. Il y a quelque chose ici, bien sûr, après qu'on pourrait regarder avec cette Lilith, donc la lune noire corrigée en Cancer, qui va s'insurger contre le côté très femme à la maison qui reste pour faire la vaisselle, qui est la femme de son mari et qui doit juste dire oui, 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 il n'y a pas de souci. Un côté, une sorte de refus de la soumission, de la passivité, qui est vraiment assez fort dans son œuvre. Le carré à Pluton, c'est comme un aspect de feu qui est très souterrain, qui peut être invisible à première vue comme ça, mais qui est vraiment d'une grande puissance et qui va ajouter une dimension de force, de lutte et même un focus sur tout ce qui va être les thématiques de domination. Ce à quoi elle va être très sensible, la domination du masculin. Chez elle, le féminin, c'est un petit peu comme un champ de bataille. Donc c'est précisément pour ça qu'il devient un objet de pensée et de libération. Elle ne parle pas de son féminin ou du féminin en général depuis un lieu en elle qui est ancré et pacifié. C'est beaucoup plus depuis un lieu de tension lunaire extrême. Et sa pensée profonde, elle est reliée à un volcan intérieur, hein. On n'est pas dans un confort identitaire du tout. Il y a aussi un autre élément ici qui est assez fondamental, bien sûr, et vous le voyez probablement, hein, on va regarder aussi, bien sûr, sa Vénus. Et Vénus est conjointe à Chiron, le guérisseur blessé. Et quand vous voyez PI, alors pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes peut-être pas très bien habitués à ce sigle-là,
ces portes invisibles. La porte invisible, c'est suite aux travaux de Catherine Castagnier sur Chiron, justement, qui nous parle du lieu de blessure existentielle. Donc on a Chiron et la porte invisible, qui est un lieu de blessure, tous les deux conjoints à Vénus. Donc, on n'est pas juste sur une blessure qui concerne l'émotionnel, ça touche aussi à la valeur féminine en elle-même, le sentiment même d'être une femme, d'être aussi tout ce que ça peut sous-entendre d'être une femme, tout le côté vénusien qu'il peut y avoir dans le côté attirant, charme, séduction, désirable, aimable. Tout ça, c'est comme un point douloureux, un point sensible. Et c'est aussi l'endroit où finalement elle va devenir guérissante pour les autres femmes, avec le Chiron juste à côté. Je dis guérissante parce que je regardais l'autre jour un documentaire sur Simone de Beauvoir où on nous disait à quel point elle a reçu des centaines de lettres quand elle a écrit le deuxième sexe. Elle a reçu des centaines de lettres de femmes de l'époque qui la remerciaient en disant, voilà, bah, j'ai beau avoir un mari violent, j'écris en cachette et il ne saura pas que je vous écris. Je voulais juste vous remercier parce que votre livre me libère et me donne la force de vous écrire cette lettre. Donc, elle a vraiment aidé des centaines, peut-être des milliers de femmes. Donc, ce côté Chiron-Vénus, je trouve que c'est important de le voir, non pas que sous l'angle de son féminin, une partie du féminin blessé, mais aussi sous l'angle du côté guérissant, du guérisseur blessé, cet archétype de Chiron. Donc chez Beauvoir, le féminin, il est à la fois en lutte, Lune, Mars, Pluton, et blessé dans sa valeur avec Vénus, Chiron. Mais c'est depuis cet endroit que va éclore sa pensée, sa révolte, sa mise à nu radicale de ce qui l'entrave finalement. Alors, il y a aussi dans Mémoire d'une jeune fille rangée certains passages que j'ai trouvé tellement délicieux pour ce soir que je me suis dit que j'allais quand même vous les partager. Alors, j'ai pas autant de citations pour chacune des femmes qu'on va regarder, dont on va regarder le thème ce soir, hein, mais là, j'en ai pris quelques-unes quand même. Elle dit, donc dans Mémoire d'une jeune fille rangée, « Mes amis jouaient avec aisance leur rôle mondain. Elles paraissaient au jour de leur mère, servaient le thé, souriaient, disaient aimablement des riens. Moi, je souriais mal. Je ne savais pas faire du charme, de l'esprit, ni même des concessions. Toute la journée, je m'entraînais à réfléchir, à comprendre, à critiquer. Je m'interrogeais, je cherchais avec précision la vérité. Ce scrupule me rendait inapte aux conversations mondaines. » Elle dit encore, pour quelqu'un qui a le Soleil conjoint à Uranus au nœud sud et à Mercure, hein, le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Alors celle-ci, je la trouve vraiment fabuleuse. Elle dit aussi, personne ne m'admettait tel que j'étais. Personne ne m'aimait. Je m'aimerais assez, décidai-je, pour compenser cet abandon. Elle est forte, celle-ci aussi, hein, comme citation. Je m'aimerais assez, décidai-je, hein, donc c'est vraiment une force de la volonté, cet amour de soi, et chose qui peut aussi nous parler finalement d'une confiance en soi et d'un amour de soi avec Vénus à la fin de la maison 2, qui est blessée, et en même temps un contrepoids qui va lui permettre de décider que finalement il y aura de l'amour de soi. Et c'est un choix personnel. Je souhaitais tenir fermement quelque chose et être trompée par la violence de ce désir indéfini, je le confondais avec un désir d'infini. Bon, bien sûr, il est facile de relier cette phrase avec ce nœud nord conjoint à la planète de l'infini, entre autres choses, avec Neptune. Et bien sûr, et c'est comme s'il y avait en fait dans son thème quelque chose qui pousse à tenir bon à cet endroit-là, une force
très, très, très intellectuel, très, très lucide, très, euh, on va dire finalement presque de l'ordre du génie à cet endroit-là, et un contrepoids à cet endroit-là qui est de l'ordre du spirituel, de l'ordre de ce qui va la hisser vers le haut, et qui en même temps est un lieu d'ombre, hein, un lieu d'ombre et de rébellion. Et je vous donne une toute dernière citation avant de passer au thème d'après. M'enfermer dans les limites d'un autre. Horreur de cet amour qui m'enchaîne, qui ne me laisse pas libre. Donc bien sûr, on peut se dire que c'est tout simplement le langage de cette Vénus en Verseau, mais en fait, on sait très bien qu'il s'agit de beaucoup plus que ça. Oups, excusez-moi, je suis allée sur Rosa Parks sans faire exprès. Il s'agit de beaucoup plus que ça, étant donné qu'elle est de toute façon très uranienne et que, voilà, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas affiché tous les astéroïdes féminins parce que c'est pas la question de ce soir, mais quand même, cet astéroïde Junon qui est en opposition presque exacte avec Pluton, hein, une radicalité de devoir transformer la place du couple et de l'engagement dans le couple, hein, de ce qu'il a de plus euh, traditionnel. Et d'un côté, il y a en plus Saturne, hein, qui est en carré exact avec cette Junon. C'est en ça où ça nous rappelle peut-être la relation très très forte qu'elle avait avec Sartre, hein, qu'elle avait avec Sartre, et une relation qui finalement était très libre, mais on l'a su, hein, pour elle, qui par moments a été aussi très difficile à vivre parce que une jalousie très très forte, parce qu'une sorte d'inégalité encore parfois qui peut être ressentie. Et pourtant, ça n'efface pas Saturne. Pendant tout le long et jusqu'à la fin, ils sont restés comme des âmes sœurs, très en lien et à correspondre toujours et encore. Mais en tout cas, voilà, en s'autorisant des histoires amoureuses avec d'autres personnes. Voilà, voilà. Euh, je pense que on ne va pas pouvoir rester trop longtemps sur chaque thème. Est-ce que quelqu'un a il y a quelque chose qui n'était pas clair dans ce que j'ai dit sur Simone de Beauvoir ou qu'il y a une question à poser ou on peut passer à la suite? Non, ça va? Ça a l'air d'aller. Je regarde les visages. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors on continue. Merci beaucoup Simone de Beauvoir. On continue avec Rosa Parks. Rosa Parks, figure majeure du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Rosa Parks, vous savez, c'est cette personne qui est devenue un symbole mondial de la lutte contre la ségrégation raciale. En 1955, il y a un homme blanc qui est monté dans le bus où elle était, et elle a refusé de lui laisser sa place assise. Elle déclenche en faisant ça le boycott des bus de Montgomery, un événement énorme dans la lutte pour l'égalité. Parce que c'est allé loin, parce que on lui a dit attention, madame, je vais appeler la police. Et puis elle a dit mais allez-y, appelez la police. Appelez la police. Moi, je reste assise, je laisse pas ma place à cet homme blanc. Et elle a été finalement son geste qui a l'air simple en apparence a montré finalement que là, il est vraiment question de la dignité individuelle et que ça pouvait devenir une forme de levier de transformation collective. Dans son thème, on retrouve encore un soleil en conjonction à Mercure et Uranus, hein, donc qui nous dit, tiens, décidément, cet Uranus, on va voir qu'il est relativement présent dans ces femmes qui ont changé un petit peu la face du monde et qui signe à nouveau quand même une intelligence importante, une pensée non conventionnelle et une capacité quand même à voir ce que le collectif ne veut peut-être pas encore pointer ou nommer. On regarde, encore une fois, on va pas regarder tout le thème, mais le féminin contrarié, qui est ici à nouveau profondément enraciné dans ce thème. Une lune qui est en Capricorne, conjointe
à Mars et en quinconce à Pluton. La lune Capricorne a tendance à parler d'un féminin contenu, tenu par le devoir, une retenue, une nécessité peut-être de se maîtriser et en même temps aussi de tenir bon, et conjointe à Mars Capricorne. Donc c'est un féminin qui ici est encore une fois yang et qui indique une sorte d'énergie de survie. Il faut tenir, il faut rester droite, il faut pas flancher. Le quinconce à Pluton, ça peut évoquer une forme de violence diffuse, difficile à intégrer peut-être consciemment, une pression constante sur le corps et l'identité. Et puis Vénus. Vénus, quant à elle, qui va être conjointe au nœud nord en bélier. Donc ces valeurs qui sont habitées avec ferveur et passion, même si la recherche affective et le féminin relié à l'idée finalement de Vénus, le féminin vénusien relié à la volupté, à l'attractivité, c'est peut-être pas ce qui a été le plus aisé à contacter au démarrage dans son existence, mais c'est quand même un rapport au féminin qui, dans son thème, est vecteur de croissance, vraiment relié au nœud nord. Donc il y a comme une destinée à cet endroit-là. Donc le geste rebelle de Rosa Parks, c'est pas comme s'il était relié à une forme de colère explosive, mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de... c'est une femme qui va défendre ses valeurs et qui va avoir cette résistance intérieure, ce refus de plier face à l'injustice. Et dans son livre donc de 1992, Mon histoire, une vie de lutte contre la ségrégation raciale, excusez-moi, elle dit: je devais avoir une quinzaine d'années quand je fis la connaissance sur le chemin de l'école d'un petit garçon blanc prénommé Franklin. Il faisait à peu près la même taille que moi, peut-être un peu plus grand. Il m'a adressé la parole et il m'a menacé de me frapper. Il serrait son poing comme s'il allait m'en coller une. J'ai alors ramassé une brique en lui déclarant qu'il pouvait tenter de taper, à ses risques. Il s'est ravisé et il a continué son chemin. Elle dit aussi: je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre pour que les autres le deviennent aussi. Voilà. Elle insiste beaucoup dans ce qu'elle a écrit sous l'angle de c'était pas pour moi que j'ai fait ce que j'ai fait. C'était un acte. Ok, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me lever, mais c'est surtout il y en a marre. Il y en a marre de devoir à chaque fois céder la place, céder un privilège à l'homme blanc. Et donc, on voit bien dans son thème, pour parler du féminin encore une fois, ici, je disais tout à l'heure, pays, porte invisible, zone de blessure existentielle très très forte, sa Vénus complètement conjointe, très serrée à la porte invisible. Et puis bien sûr, cette lune qui par contre est très bien aspectée avec Saturne, Saturne qui justement, la lune est chez Saturne, la lune habite chez Saturne et elle s'entend extrêmement bien avec, avec cet archétype-là. Donc on a ici bien sûr une capacité de résistance, de force intérieure et une possibilité de tenir bon qui est vraiment remarquable. Son soleil verso, son amas dans lequel on retrouve aussi Uranus, bien sûr, ça nous amène aussi sur cette réflexion de ok, je ne vais pas supporter la soumission. Les gens feront ce qu'ils veulent, mais pour moi c'est pas possible, ça rentre pas. C'est c'est incontournable dans son thème. Voilà, je vais passer maintenant, sauf si vous avez des questions, je vais passer maintenant à la grande, la formidable Marie Curie. Donc ici, on a bien sûr affaire à une scientifique hors pair, Marie Curie, qui est quand même la première femme à avoir reçu un prix Nobel et en plus en avoir reçu deux.
dans deux disciplines différentes. Donc, faut le faire hein, quand même, c'est vraiment, vraiment la grande classe. Ses recherches sur la radioactivité, ça a révolutionné la physique, la médecine, ça a ouvert la voie à des traitements médicaux vraiment majeurs. Et elle a prouvé que le savoir et la rigueur scientifique, eh ben, ça n'a pas de genre, hein, au prix d'un engagement total et souvent au détriment de sa propre santé. Dans son thème, la blessure du féminin, intimement reliée au corps et à la reconnaissance. Sa lune, encore une fois, hein, on a Chiron qui s'invite au spectacle féminin. Sa lune est conjointe à Chiron et Vénus est littéralement collée à Saturne. On a une lune donc Poisson conjointe à Chiron qui peut nous parler d'une vulnérabilité émotionnelle très profonde, d'un sentiment peut-être d'insécurité, comme si l'incarnation elle-même était un lieu vulnérable, fragile. Hein. Vénus Scorpion, conjointe à Saturne, ça peut nous indiquer aussi bien sûr un féminin entravé, qui est encore une fois retenu, soumis à, à une certaine rigueur, à l'épreuve du temps, à l'effort, mais aussi souvent à un certain empêchement, à la solitude. Donc l'amour, la reconnaissance, la douceur, ici, c'est pas donné facilement. Et puis une fois encore, ici chez Marie Curie, on retrouve quand même un féminin qui doit se justifier, qui doit prouver sa valeur, qui est soumis à une forme d'ascèse saturnienne. La blessure du féminin ici, c'est comme si c'était un chemin de rigueur, de rigueur extrême au prix du corps et de la santé. Alors, j'ai pas beaucoup de citations pour Marie Curie. Euh, j'ai simplement celle-ci. Premier principe, ne jamais se laisser abattre par des personnes ou par des événements. Alors, bien sûr, on retrouve ce côté scorpion qui peut nous dire rien ne m'abattra jamais, hein, que les plutoniens et plutoniennes connaissent très très bien. Et d'ailleurs, elle a un Pluton qui est relativement euh, fort dans son thème, étant donné qu'il est proche du fond du ciel et surtout en opposition presque partile à son Soleil. Donc on a ici une force de la nature, hein, mais encore une fois, c'est très curieux, comme chez ces grandes femmes, on retrouve un féminin qui est entravé ou blessé quand on regarde la Lune et Vénus. Je regarde un petit peu du côté de vos vignettes s'il y a une question ou un partage. Non, apparemment, ça a l'air d'aller. Pas de main levée. Oui, c'est bon. Alors, je continue. Voilà pour Marie Curie. On arrive maintenant à Angela Davis. Angela Davis, donc née en 1944, philosophe, militante et universitaire américaine. Donc ici, on est vraiment encore une fois sur une lutte, hein, lutte pour les droits civiques, le féminisme, la justice sociale. Euh, Très tôt, elle a parlé des questions de race, de classe, de genre, en montrant voilà, que ces oppressions-là pouvaient difficilement être pensées séparément, être découpées. Donc son engagement a vraiment contribué à faire évoluer la conscience politique mondiale autour des systèmes d'oppression et des systèmes de domination. Quand on regarde son thème à Angela Davis, on voit quand même une figure puissamment anticonformiste. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, soit il y a de l'Uranus ou du Verseau à chaque fois, mais tout cas, il y a une force uranienne chez toutes ces femmes. Et c'est vrai que ça a l'air d'être quand même relativement récurrent. Donc ici, on a Soleil et Lune en Verseau, en maison 10.
une identité entièrement tournée vers le collectif, le politique, la visibilité publique. Elle incarne ce qu'elle pense et ce qu'elle va proposer au monde. Son soleil opposé à Pluton pourrait du coup nous expliquer un peu pourquoi on parle d'un destin de confrontation avec le pouvoir, avec la répression, avec les systèmes d'oppression. Elle, c'est pas comme si elle choisissait de parler de la lutte. Elle est la lutte. Elle est choisie par la lutte. Et elle se transforme probablement elle-même au passage, bien sûr, avec un tel aspect. Toutes les personnes qui ont un lien de Pluton directement relié au Soleil savent de quoi je parle. Il y a sa conjonction Mars-Uranus en maison 1, qui signe quand même une présence indomptable, électrique, une capacité à changer les choses, bien sûr, à initier des ruptures sans compromis, un corps qui va être mis au service de la révolution et qui est prêt à payer le prix de la liberté. Hein. C'est vraiment le thème d'une femme qui va pas du tout négocier, encore une fois, hein, avec l'injustice. Son existence même, un acte politique. Donc le féminin contrarié peut aussi venir se constater ici, hein, avec la Lune et Vénus, comme à chaque fois. On a une Lune Verseau fondamentalement insoumise, libertaire, opposée, cette fois-ci, à la Lune noire, mais qui quand même reçoit un beau trigone de Saturne. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça vient soutenir le besoin de justice et d'altérité du Verseau, mais avec une légitimité, avec une force, avec un ancrage, avec une solidité saturnienne. Et puis Vénus, elle est en maison 8, et encore une fois, on retrouve Saturne, opposé à Saturne. Vénus en maison 8 va placer un petit peu le féminin vénusien dans un champ de crise, encore une fois, hein, de crise, de pouvoir, de survie, et encore une fois, de transformation radicale. Hein, les mots-clés si importants de la maison 8. Le rapport à l'attachement, le rapport au désir, à la relation, peut être très, très intense et d'ailleurs aimer, désirer, exister comme femme chez elle, c'est acte politique, ça devient acte politique. La blessure lunaire, c'est pas comme si elle allait conduire à un certain repli, mais beaucoup plus à une conscience, encore une fois, une conscience peut-être vécue profondément hein, des rapports de répression. Là aussi, j'ai pas énormément de citations, mais j'en ai une qui dit « Je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer. Je changerai les choses que je ne peux pas accepter. Je changerai les choses que je ne peux pas accepter. » Alors bien sûr, on parle du féminin, hein, donc bien sûr avec la Lune et Vénus, mais si on parle aussi des valeurs, hein, on a avec une Vénus Sagittaire, une quête de sens profondément transformatrice pour toute la société. Toute la société va en profiter. Une quête de sens très 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 forte et des valeurs de sens qui sont aussi très très fortes. On a un trigone avec la licorne, c'est-à-dire la lune noire moyenne. Ça aussi, ça va donner énormément de force. Hein. C'est quand même une licorne en lion, donc c'est-à-dire qu'il y a un archétype, elle est reliée, baignée, habitée par un archétype de royauté intérieure, de souveraineté. Et cette souveraineté est justement complètement reliée et en bonne entente avec sa Vénus Sagittaire. C'est probablement le thème parmi toutes celles que j'ai choisies de femmes, de grandes femmes qui ont pu changer un petit peu la face du monde. C'est probablement le thème où le féminin est, je vais pas dire qu'il est choyé, hein, ça c'est certain, mais c'est peut-être le thème où il est le moins de façon évidente le moins abîmé. Voilà.
je continue avec Hannah Arendt. Oui, quelqu'un a dit quelque chose? Non? Ah non, j'ai entendu quelqu'un parler. Non. Ok. Je continue avec Hannah Arendt, la passionnante Hannah Arendt. Philosophe, théoricienne politique américaine d'origine allemande, elle a quand même profondément marqué la pensée d'aujourd'hui sur le pouvoir et surtout sur le totalitarisme et la responsabilité individuelle. Vous connaissez probablement ce concept qui vient d'elle de la banalité du mal. La banalité du mal, c'est ce fait terrible que des crimes immenses puissent être commis non pas parce qu'il y a de la haine ou du sadisme, mais par conformisme, par obéissance à des ordres, hein, obéissance à l'autorité. Et surtout, pour elle, par une absence de pensée, une absence de réflexion. Une incapacité aussi à se mettre à la place de l'autre, hein, donc bien sûr un manque d'empathie, mais surtout, ouais, elle axe tout autour de l'importance de la pensée. Toute son œuvre va inviter à penser par soi-même, et même dans les contextes les plus extrêmes. Donc, qu'est-ce qui nous dit ça dans son thème, à penser par soi-même, selon vous? Allez, je vous laisse la parole pour que je ne sois pas toute seule à parler. Qu'est-ce qui dit ça dans son thème? L'importance de penser par soi-même. Bah, il y a Lune Sud en Verseau et Mercure en maison 5 entre autres, peut-être. Ah, ouais. Et L'importance. le Saturne au milieu du ciel, Ouais. qui est quand même, ouais, Oui. ouais. Quoi d'autre? Bah, le nœud nord en maison 1, oui, c'est... Non, ah non, il est en maison 2, ouais, ouais. Il est en maison 2, le nœud nord, hein. On a, alors après, sur votre écran, je ne sais pas à quel point vous pouvez regarder les aspects, c'est peut-être pas très clair. Mais on a un Uranus qui est en sextile partile Avec avec Mercure. Mercure. Mm. Et ça, quand même, Mm. pour nous donner l'injonction de l'importance extrême de penser par soi-même, c'est quand même superbe. Alors bien sûr, c'est pas comme si ça donnait une définition pour toujours du sextile entre Uranus et Mercure, mais ça nous met vraiment quand même grandement sur cette voie-là. Elle a un soleil en balance, hein, soleil en balance qui parle quand même d'une conscience fondée sur l'harmonie, la mesure, la responsabilité éthique, une harmonie relationnelle, mais un carré quand même, un carré Mars-Pluton. Hein, vous voyez Mars qui est en bas là ici en Vierge en maison 4 et Pluton là-haut en 12. Un carré Mars-Pluton qui est un vrai carré, hein, l'orbe n'est pas si élevé que ça, si large que ça. Donc, qui va quand même introduire une tension très radicale entre l'idéal d'harmonie et de justice et finalement la violence réelle du monde. Hein, la violence réelle du monde, d'où sa capacité aussi à penser le mal, mais sans le mythifier d'une certaine façon. Uranus, là où il est posé, est opposé à l'ascendant, hein, puisqu'il est quasiment conjoint au descendant, ça va l'obliger à se positionner, encore une fois, une iranienne, vous allez me dire. Bah oui, on est là pour parler du féminin, du féminin blessé, contrarié ou entravé, et voilà qu'il y a Uranus de partout. Uranus opposé à l'ascendant qui va l'obliger à se positionner en dehors des cadres, des normes établies, et vraiment qui va la pousser à penser un peu contre son époque, finalement. Et puis, il y a cette superbe conjonction Jupiter-Neptune collée à l'ascendant en maison 1, qui peut du coup donner quand même une présence morale et visionnaire très forte. On peut se dire qu'elle avance en étant galvanisée ou portée par un idéal, une foi dans ce qui fait sens, hein, pour le collectif, mais sans naïveté, avec une exigence de vérité qui
qui va dépasser l'idéologie. On a d'ailleurs un beau trigone de cette conjonction ici à Saturne. Donc le principe de réalité arrose largement cette conjonction qui sinon aurait pu être peut-être un petit peu béni oui-oui, hein, parce que on est quand même sur deux planètes qui peuvent donner un certain idéal et qui parlent de foi, hein. Et parfois la foi, elle est bien là-haut, mais elle n'est pas tout à fait branchée avec le sol. Et c'est parfois un petit peu dommage. Et ici, non, la prise de terre, grâce à Saturne, on peut dire qu'elle est là. Donc, c'est quand même un thème d'une femme qui a beau avoir un soleil en balance. Elle n'a pas cherché à être aimée à tout prix, elle a cherché à penser juste, à penser avec profondeur, hein. Je reviens sur l'importance de ce sextile entre Uranus et Mercure, bien sûr. Et donc, même quand ça l'isole, c'est pas rien ça quand même, quand on a une vibration solaire balance, on veut pas être isolé, on veut l'harmonie relationnelle quand même, hein. Donc, c'est comme si cette importance, cette injonction intérieure de penser juste, de penser avec profondeur, même si ça l'isole, ça avait pris le dessus. Alors, il y a ici une lune en Vierge et en conjonction large à Mars en Vierge, qui est quand même sous forte tension saturnienne, parce que ce fameux Saturne dont on parlait tout à l'heure, il est angulaire, hein, proche du milieu du ciel, et fait opposition à cette lune. Donc, encore une fois, le féminin émotionnel, ici, il est contrarié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contrarié mon slideshow aussi, moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ben voilà. Ça y est. Il faut que j'arrête de toucher ma souris. Je fais des bêtises. Jessica, Oui, son chiron conjoint porte invisible en maison 8 là, Oui, c'est pas j'allais y aussi passer. cette blessure quand elle dit au début que le mal est un peu banalisé, ça me fait penser à ça, moi, tu vois. C'est un peu l'origine de son combat, peut-être. oui, tu veux dire du fait qu'il ne sude comme si c'était quelque chose Non, de... Chiron porte invisible en maison 8. Ouais, Oui. d'accord. Ouais. Donc, dans le sens du rapport au mal, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, Au c'est mal ça. ou à la douleur subie? Oui, parce qu'au début, tu as commencé en disant elle ne comprenait pas qu'on banalisait, que le mal pouvait être aussi banalisé que ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc peut-être, oui, d'une façon personnelle, par sa propre expérience de la douleur, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais. Sûr, on peut tout Peut-être. à fait poser cette supposition. Ouais. Elle a quand même aussi une conjonction ascendant Jupiter-Neptune, hein. Oui, cette conjonction, comme je disais, elle est très importante parce qu'elle donne la puissance de l'idéal, hein, la puissance d'avoir cette foi chevillée au corps. Et en plus, comme avec ce superbe trigone à Saturne, quelque chose qui est pas prêt de s'envoler à la première rafale, hein, qui est vraiment, qui est relié à un principe de réalité. Et ça, je trouve que c'est vraiment superbe quand on a la Oui, chance c'est d'avoir ça. une conjonction comme ça, qu'elle puisse en plus être liée à un principe de réalité, c'est une grande chance. Mm. Donc Ouais. on a quand même un émotionnel ici, un émotionnel en face de Saturne, qui peut encore une fois pas tellement se lâcher, hein. Un féminin qui peut pas tellement s'abandonner à, à l'archétype du féminin, où on va dire réceptivité, douceur, etc. Encore une fois, hein. C'est bien important vraiment peut-être que je l'ai pas assez dit, mais quand je parle du mot féminin, je parle pas de la femme, je parle du côté yin, donc c'est-à-dire ce qu'on va mettre dans le yin, c'est tout le côté réceptif, le côté doux, le côté soin, alors que du côté yang, on aura le côté actif, et donc le côté action, élan, etc. Émetteur, hein, du côté yang.
Ici, son côté yin, son côté lunaire, et ben voilà, encore une fois, il y a Saturne qui s'invite. Et donc, il peut y avoir une distance intérieure, une retenue, voire peut-être une impossibilité aussi à aller se réfugier dans l'illusion infantile lunaire. Parce que c'est aussi quelque chose qui aurait pu être possible avec cet ascendant en Cancer et avec cette conjonction en Cancer. Mais l'opposition de Saturne en face de la Lune, même si elle est en maison 4, ça rend cette supposition-là impossible. Donc Vénus en Sagittaire, cette fois-ci, et en carré à Saturne, décidément Saturne, hein, il mène la vie dure parfois. C'est pas un lieu de confort non plus, bien sûr. Surtout au milieu du ciel. Pardon? Surtout au milieu du ciel. Surtout au milieu du ciel, bien sûr. C'est extrêmement important parce qu'il siège en haut de la pyramide, comme disait un collègue, tout là-haut, quand c'est au milieu du ciel, c'est comme si la planète siégeait comme ça, assise tout en haut de la pyramide. Donc ça lui donne bien sûr une importance très grande. Donc cette Vénus est en carré au milieu du ciel et en carré à ce fameux Saturne. Donc on est vraiment au profit de la pensée, au profit de la recherche de sens. Le féminin blessé ici, il ouvre vers une capacité de lucidité au prix d'une solitude, d'une certaine solitude intérieure. Je vous ai partagé plusieurs petites phrases. Là, j'en ai 3 à vous donner. Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. J'adore quand on a l'impression que le thème se met à clignoter avec une citation ou quand la personne parle. Là, on a un amour des mots justes, bien sûr, avec cette vierge, cette lune vierge, et peut-être un peu confondu aussi avec l'action, avec Mars, juste à côté. Elle dit aussi, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Donc on voit bien à quel point justement la pensée pour elle est très profonde déjà et reliée à tout ce qui peut être souterrain dans son thème avec ce Mercure en Scorpion. Et que cette pensée est aussi reliée à la blessure. Donc si je ne pense pas en profondeur, si je n'exerce pas profondément mon Mercure uranisé, alors c'est la porte ouverte à toutes les blessures, et donc peut-être la porte ouverte au mal. On a aussi une troisième phrase, qui dit « Les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules ». Donc c'est comme si chez cette femme, il y avait vraiment un absolu. Et là, pour le coup, c'est pas parce que j'ai envie de parler de la lune noire moyenne et de la licorne, mais un absolu de la pensée. J'aime beaucoup quand justement la théorie karmique nous propose que avec la licorne, on a l'identité la plus profonde de l'âme, le don le plus précieux. On s'en est peut-être coupé, mais le don le plus précieux avec lequel on arrive sur Terre, avec une licorne en Gémeaux, c'est un absolu de la pensée. La pensée, des mots, poser des mots, réfléchir. Et en plus, elle n'avait pas le bâton dans la roue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très souvent, la lune noire corrigée, donc Lilith, quand elle est dans le même signe que la licorne, pas facile d'accéder au trésor de la licorne, puisqu'il y a le dragon de Lilith qui garde le trésor à l'entrée de la grotte. Mais quand Lilith, elle est dans le signe d'à côté, il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller pleinement à l'endroit de la licorne. Enfin, peut-être qu'il y a des mémoires, pas si faciles que ça. Il y a quand même la lune noire vraie à cet endroit-là. Mais Lilith, lieu de toutes les peurs, les angoisses, les interdits,
eh ben, c'est quand même en Taureau qu'elle se trouve. Donc, cette absolue de la pensée, cette importance de revenir à, pour elle, n'importe quel être humain qui ne pense pas est dangereux. D'où tout ce qu'elle a pu dire sur la banalité du mal. Voilà pour Hannah Arendt. Il y avait un super film qui avait été fait, que j'avais vu il y a quelques années, que j'arrive plus à retrouver. Est-ce qu'il s'appelait Hannah Arendt, peut-être? Je ne sais pas si vous avez vu le film en question, mais il est vraiment très, très intéressant. J'aurais aimé retrouver le titre pour vous le conseiller. Cela, décidément. Voilà. Si personne n'a de questions, oui, je peux. Ça a l'air d'aller. Je peux continuer. On a donc ici le thème de Virginia Woolf. C'est ça le film, Jessica? Oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Alors c'est avec son nom, Hannah Ah bah Arendt, voilà, c'est tout simplement. tout C'est son simplement. nom, Hannah Arendt. Ouais. Passionnant, vraiment très. Moi, il m'a saisi ce film-là. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Je ne sais pas si vous avez lu Virginia Woolf, donc écrivaine britannique du XXe siècle, qui a révolutionné, encore une fois, la littérature par son côté très, très novateur et surtout introspectif. Elle a donné vraiment une nouvelle voix à tout ce qui est le journal intime, hein, la subjectivité, la conscience, l'expérience intérieure et intime, et en particulier l'expérience féminine, hein, l'expérience des femmes. Donc elle va démonter l'idée d'une infériorité intellectuelle féminine, bien évidemment, avec des essais comme Une chambre à soi. Elle a pu développer, montrer à quel point la liberté créative, ça va dépendre aussi d'une certaine autonomie matérielle. Parce que c'est bien beau, mais sans l'autonomie matérielle, la liberté créative est limitée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans son thème à Virginia Woolf? Si encore une fois on regarde principalement le féminin, on a la lune qui montre bien à nouveau un féminin yang, revendicateur, hein, une lune bien active, une lune en bélier, et en plus en sextile à Mars. Je ne sais pas si vous voyez le sextile à Mars, là il est un peu caché derrière les autres aspects, mais il est ici. Mars est à 27 Gémeaux et sa lune à 25 Bélier. Donc, on a vraiment, et encore une fois, là, elle qui revendique vraiment l'autonomie, l'indépendance féminine. On a ce bel aspect à Mars qui peut contribuer à nous l'expliquer, bien sûr. Il y a le féminin vénusien. À nouveau, n'est pas dans un signe très, très doux, tendre et sensuel, mais plutôt sec, puisque c'est dans un signe, dans le Capricorne. Vénus est quand même en trigone à Pluton. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui lui permet de nous emmener vers une grande intimité, vers l'abîme. Excusez-moi. Vénus en trigone Vénus en trigone à Pluton. à Donc, on a Pluton, ah une oui. Vénus sur le degré anarétique, hein, Oui, oui. un degré quand même qui amène en général la planète, surtout quand ce sont des planètes rapides, à être un petit peu malmenées par l'existence, hein, parce qu'il y a quelque chose de fort à réaliser par la planète rapide qui est située à 29 degrés. Et cette planète est donc ici reliée. Alors peut-être que c'est pas très clair. À 29, voilà. Pluton est en trigone ici, 27 au Taureau. Et le trigone, voilà, le trigone est ici, hein, entre la Lune et entre Vénus et Pluton.
Là, c'est quand même un thème d'un rayonnement très particulier, très original, très novateur, hein, avec un soleil Verseau, pile sur le milieu du ciel, hein, qui promet quand même un beau rayonnement, même si on a une petite panoplie de lune noire en face, ça n'a pas empêché ce soleil quand même de briller. Donc on a ici une capacité rare à aimer, créer, écrire depuis les profondeurs, hein. Tout ça, c'est probablement l'apport de Pluton, en bonne entente avec cette Vénus. Tout ça sans s'y perdre pour autant, hein. La descente dans l'Hadès, dans les profondeurs de Pluton, c'est pas vécu comme une menace ici, mais beaucoup plus comme une nécessité intérieure. Ici, on a un féminin lucide, dégagé de toutes les idéalisations qui pourraient être un petit peu naïves, par exemple. L'écriture, c'est comme un espace pour réussir à poser les choses, peut-être à contenir un petit peu ce qui vit très fort, ce qui vibre très fort, ce qui déborde, puisqu'elle était quand même apparemment très intense comme femme. Là, j'ai des citations que je trouve absolument délicieuses. Ôtez-moi mes affections et je serai pareille à une algue que l'on a retirée de l'eau, à une coquille de crabe, à une défense d'éléphant. Mes entrailles, la moelle de mes os, la pulpe, tout s'écoulerait hors de moi. Un souffle suffirait à me pousser jusqu'à la première flaque et à m'y noyer. On sent l'écrivaine, hein, quand même, reliée à Pluton, hein, les mots ont une force assez, assez flagrante. C'est assez Elle dit, prémonitoire dans la mesure où elle s'est suicidée par noyade, hein, quand même. ouais. Mais de toute façon, on est quand même... quand on regarde son thème, il y a cette importance, hein, de la maison 12, hein, qui est très chargée, on va dire. Ah Et oui, puis, très. dans cet amas, à partir de trois astres, on va dire qu'on est dans un amas, c'est quand même Neptune qui colore l'amas. Un Neptune à 13 degrés, qui, on va dire, est pas particulièrement bien placé, étant donné qu'il est en carré, encore une fois, avec les fameuses lunes noires. On n'est pas sur un carré exact, hein. Par exemple, Lilith, elle est quand même à 17 degrés du Lion. On n'est pas sur un carré exact, mais quand même, on est dans la maison 12, on est sur la planète la plus lente de l'amas, et il y a un carré à Lilith. C'est pas anodin. Moi, Jessica, ce que j'ai pas très bien vu pour le moment, c'est en quoi son féminin est blessé par rapport à Vénus et à la Lune. Bon, je connais l'histoire de Virginia Woolf, hein, ok, mais par rapport aux autres thèmes qu'on a vus, elle n'a pas une Vénus, entre guillemets, Non, en- beaucoup moins. hein, on Beaucoup est moins. d'accord. Ouais, beaucoup moins, hein, quand on a Ok, vu du ça va. Saturne dans tous les sens, des lunes noires, Oui, oui, du Chiron, la porte invisible, oui. c'est vraiment moins. Elle est reliée, c'est un féminin qui est relié avec la profondeur, hein, ça c'est sûr, grâce à Pluton. C'est un féminin lucide. On a quand même la lune bélier qui nous montre que, bon, bah voilà, elle est pas dans un signe qui est yin, qui est beaucoup plus yang. Mais voilà, la Lune, vous voyez, elle est justement, elle, en, en carré à, à l'autre, on va dire à l'autre pôle qui nous parle du féminin. Mais bon, d'une certaine façon, on peut pas dire qu'il y a un conflit majeur par rapport à ce féminin-là. C'est juste un féminin qui n'est pas très féminisé, si je puis dire, puisque Vénus n'est pas en Balance, mais en Capricorne. La douceur de la Lune n'est pas dans un signe comme le Poisson ou le Cancer, mais en Bélier. Donc ici, tu as très
vraiment raison de le souligner. On n'est pas tellement dans un féminin blessé, après tout. On est surtout dans un féminin qui est un féminin yang, voilà, un féminin qui a un côté beaucoup plus yang qu'autre chose. Et puis, euh, et puis ici, on a aussi dans ce thème-là l'importance alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même l'importance de ce retrait du monde. Enfin, selon le type d'astrologie que vous pratiquez et que vous avez appris, peut-être que pour vous, la maison 12, c'est pas le retrait du monde. On sait que c'est plein de choses. Un, un contact avec l'intériorité, un contact avec le divin. Pour d'autres, c'est un lieu d'enfermement. Hein, c'est vraiment les lieux clos, la folie, hein, pour certains. Ici, on a quand même l'importance d'une hyper prégnance du retrait du monde pour être connecté à soi et peut-être à plus grand, à plus haut, avec en même temps le soleil au milieu du ciel. Et ça, c'est quand même assez fou, puisqu'on a quelqu'un qui, bien sûr, va être quand même écrivaine reconnue et avec une popularité indéniable, et en même temps une tendance à habiter la maison 12 et le retrait du monde qui est tout aussi indéniable que l'importance de son rayonnement dans le monde. Mais Donc, elle a une maison interceptée. La maison 12 est interceptée oui, l'axe en taureau. 6-12, hein, on a ces deux signes-là qui sont interceptés. Alors voilà, probablement avec le taureau qui est quand même plus marqué que le scorpion, mais moi j'ai tendance à dire qu'elle a quand même un côté scorpion de par son Pluton, de par Pluton qui est important dans le thème du fait qu'il soit vraiment en trigone serré avec Vénus. Donc elle a pour moi des profondeurs plutoniennes qui sont assez indéniables. Elle dit aussi il est vain de dire que les êtres humains devraient se contenter de tranquillité, ils ont besoin d'action et ils la créeront s'ils ne peuvent pas la trouver. Si je pouvais faire ce que je voulais, je dînerais en ville chaque soir, puis j'irais à une réception ou à l'opéra, puis je souperais au champagne avant d'aller au lit dans les bras de quelque être merveilleux. Je me rends bien compte que les meilleures phrases sont probablement fabriquées dans la solitude. Je veux donner, je veux être donné, et je veux la solitude pour y déployer en paix toutes mes possessions. Donc voilà, encore une fois, je trouve qu'on voit bien son thème qui s'allume à travers ces quelques très belles citations. Est-ce qu'il y en avait une autre que... Non, c'est bon. Et que dire c'est un quinconce, c'est ça, entre Mercure et Uranus? Entre Mercure et Uranus, encore une fois, le fait qu'ils soient reliés tous les deux nous parle aussi, hein, d'une certaine façon, d'une intelligence hors pair, d'autant que Mercure habite chez Uranus, puisqu'il est justement en Verseau. Le quinconce, ça nous rappelle toujours qu'il y a une tension, c'est quand même, ça fait partie des aspects de tension, et qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait du sable dans les rouages, il y a quelque chose à corriger, quelque chose à modifier. Donc avec on va dire, cette grande créativité qu'il y a chez elle, justement, cette planète extrêmement créative qui est Uranus, dans la maison, qui peut être vue aussi comme une maison de créativité, hein, on voit bien ici qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose à réajuster avec sa pensée. Avec sa pensée et aussi avec son écriture, puisque quand même pour une écrivaine, Mercure, c'est pas que sa pensée, mais ça va être aussi ce qu'elle va dire et ce qu'elle va écrire, ce qu'elle va publier. Donc il y a quelque chose ici qui pourrait ne pas tout à fait être aligné avec Uranus, mais qui est constamment en train de la ramener à un endroit uranien et peut-être une difficulté à canaliser cette grande créativité. Oui, et puis elle n'est pas tellement allée vers son nœud nord, en fait. Finalement, elle s'est noyée dans sa 12.
J'ai Alors, vraiment je sais pas assez, je sais pas, je saurais pas dire si elle n'est pas allée dans son nœud nord, puisque le nœud sud, surtout si on regarde, alors peut-être, bien sûr qu'elle avait cette appétence pour le retrait du monde et la solitude pour la 12. Mais avec le nœud sud en Gémeaux, il y a quand même le risque de s'éparpiller ou de ne pas choisir de voie ou de direction, de ne pas choisir de sens. Le nœud nord, quand il est en Sagittaire, nous dit attention, papillonner, ça va pas suffire. Ou parler, dire des mots comme ça, tel que ça sort, ça suffira pas. Il faut que ça aille quelque part, que ça aille dans un sens, dans une direction. Et en ce sens-là, j'ai l'impression ouais. qu'elle a nourri ça. Elle était Après, fragile quand même. Elle était après, fragile. Ouais, ouais, c'est la fragilité en fait qui me fait penser à. Et tu vois, tu parlais du quinconce Mercure-Uranus. oui. C'est pas ça qu'Uranus demandait en fait, peut-être un peu, je sais pas, euh, euh, travailler sur cette fragilité, Mm. sur cette sensibilité, je sais pas, Alors, tu veux dire en amenant en, en lui amenant, un peu de quelle vertu iranienne tu as en tête en disant ça? sortir d'elle peut-être pour aller plus vers un collectif. Je pense qu'elle était très habitée Ah, par elle-même, par ses émois, elle était fragile. Sa maison 12, moi, elle me fait penser à quelqu'un d'assez, bah, son Chiron d'ailleurs est en 12, euh, un peu instable, un peu, je ne suis pas sûre, elle n'a pas réussi à canaliser toute cette énergie qu'elle avait. Elle s'est suicidée en fait. alors peut-être qu'on peut dire qu'elle a. J'arrive jamais. Et ça, je crois qu'après, on est profondément en lien avec pas tout à fait les croyances, mais comment on vibre avec l'astrologie, comment on Ouais. vibre avec le fait même de se relier au thème natal et de ce qu'il veut dire. Puisque finalement, est-ce que le but, c'est de réaliser le thème en essayant de l'élever plus haut que ce qu'il est? Est-ce que le but, c'est de vivre pleinement son thème? Parce que même en étant complètement aux prises avec nos passions, on permet aussi d'autres à côté de se réaliser en étant qui on est. Philosophiquement, elle est extrêmement importante, cette question. Tu vois? Donc, Elle a est-ce qu'elle réussi. a réalisé? Oui. Est-ce qu'elle Elle s'est a, réalisée? elle a laissé une empreinte. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, il y a un petit problème de connexion. Allô, allô? Allô, allô? Petit problème de connexion En ayant, apparemment. c'est pas le propos là aujourd'hui, mais c'est vrai quand je vois la maison 12 et la maison 4 avec les lunes noires, c'est pas qu'à elle tout ce qu'elle portait. Ouais. Et c'était pas l'époque pour faire ce travail, je pense. Et la pays en maison 8, hein. Oui, alors Sandra, vous étiez en train de parler de ce qu'elle porte en tant Oui, oui, que j'avais dans la fini. lignée. C'est pas le but de l'entretien de ce soir, mais justement la fragilité, tout ça, je pense qu'elle a un sacré sac à dos et les lunes noires en 4, il y a des choses Ouais, ouais. qui n'étaient pas qu'à elle. Voilà, c'est ce que je Qu'elle a ramené dans vis. son propre parcours. Je pense Mm. qu'à l'époque où elle est née, c'était pas le moment, les gens n'étaient pas prêts à faire ce travail non plus. Donc Ouais, c'est quand même lourd, voilà. ouais, C'est ce que je tout à ressens, hein. fait. Je suis bien d'accord. Et elle a quand même laissé une sacrée œuvre, hein. Oui. Même au niveau du féminin, justement, de ce qu'une femme a à dire, à Oui. exprimer, à ressentir, Ouais. indéniablement, ouais, ouais, c'est vrai. C'est ouais, une force. Et c'est en ça que s'il y avait quelque part à révolutionner Soleil Verseau, le féminin, on, d'une certaine façon, elle a accompli quelque chose quand même, hein, quelque chose qui est quand même pas négligeable avec ce soleil conjoint à Vénus. En milieu du ciel en plus. En plus, ouais. Et au milieu du ciel, voilà, cette grande importance.
grande importance du milieu du ciel. On arrive à la passionnante Frida Kahlo pour conclure un petit peu ce regard rapide sur le féminin. Frida Kahlo, donc, que vous connaissez probablement, j'imagine, une grande artiste mexicaine qui est devenue vraiment emblématique, qui a transformé sa souffrance physique et émotionnelle vraiment en une œuvre très, très puissante, très universelle. Elle a fait beaucoup d'autoportraits, elle explore l'identité, le corps, la sexualité, la douleur. Elle coupe complètement avec nos représentations habituelles ou idéalisées du féminin aussi, hein. Elle fait du corps blessé un endroit de mise à nu radicale, de vérité, de résistance et de création, hein. Dans son thème qui est vraiment, que je trouve vraiment très puissant. Il y a ce soleil, hein, ce soleil conjoint Neptune, qui parle peut-être d'une forme d'identité poreuse, d'une certaine façon, mystique ou sacrificielle, mais opposée à cette conjonction si importante, Mars-Uranus. Et ça crée une vie vécue un petit peu comme une déflagration permanente. Accident, rupture, parce que au niveau bien sûr de son histoire, il y a eu cet accident d'autobus qui est connu, hein. Mais avant ça, je crois que c'était aux alentours de ses 6 ans, elle est quand même atteinte de poliomyélite. Donc là, on a quand même une place de Chiron dans la maison 6, hein. Chiron est porte invisible dans la maison 6 de la santé, qui est quand même très, très, très importante, hein. On a un destin qu'elle a complètement, on peut dire qu'elle a complètement sublimé sa condition, hein. C'est le thème d'une femme qui n'a pas pu vivre pleinement la douceur du féminin, encore une fois, mais qui a vraiment transmuté, finalement son handicap, hein, sa blessure, ses impossibilités en langage sacré d'une certaine façon avec son art, hein. Et ici, ce qui est très très fort, c'est que avec justement les lunes noires conjointes au soleil, on aurait pu avoir un soleil tout éteint, un soleil alors c'est qui tout double, hein, avec Lilith, puisqu'il y a aussi la figure de révolte de Lilith qui dans certains thèmes peut être très très forte. Le fait là par exemple que j'ai observé plus d'une fois, hein, quand Lilith, la lune noire corrigée, se retrouve conjointe ou pile en face d'Uranus, qui nous, bien sûr, est encore une autre force de rébellion uranienne, une force de rébellion lilithienne. Quand les deux font la paire, et on trouve en général une insoumission absolument hallucinante chez la personne. Ah, j'ai pas remarqué, pardon, qu'il y avait du monde dans le chat. Et oui. Merci, je l'ai pas lu. Il y a quand même Yves, il y a quand même un carré de Vénus à Saturne à la réception mutuelle. Ah oui, alors on était, je sais plus sur quel thème on était. Élise qui parlait de la maison 12. Je vous demande pardon, j'ai pas eu le réflexe du tout de regarder le chat. J'espère que vous l'avez lu au fur et à mesure que vous avez eu le réflexe que j'ai pas eu. Je retire comme point commun de tous ces thèmes les thématiques Uranus, Verseau, Mars, Bélier, Saturne, Capricorne par rapport à Lune et Vénus. Et oui, complètement. Donc un sec très fort par rapport aux valeurs humides Lune-Vénus. C'est tout à fait ça. Déjà, Mars-Uranus, pas mal au niveau de l'insoumission. C'est très clair. Oui, pour les citations, super. Donc ici, avec Frida Kahlo, ce qui est encore une fois très, très, très fort, c'est que on voit, en tout cas on peut voir dans son art, hein, dans son art, l'artistique, on peut le voir bien sûr dans sa maison 5, qui nous parle encore une fois d'une créativité très très grande avec ces deux planètes dans la maison 5, Uranus-Mars, mais on a aussi, qui peut nous parler de la vie artistique, Vénus et l'octave supérieure de Vénus, donc Vénus et Neptune. Neptune est très valorisé parce que justement directement en conjoint au Soleil,
et sa Vénus conjointe à Pluton. Donc encore une fois, tout ce qui est le lieu de profondeur, le lieu de mort et renaissance, hein, l'endroit d'une résistance finalement. Encore une fois, on a de l'increvable un petit peu à cet endroit-là, rien ne mourra. Hein. Et ben tout ça, ça a contribué euh, à faire parler d'une certaine façon plus fortement son art. Donc on a vraiment la possibilité, en plus, encore une fois avec le carré de Saturne, quelque chose qui, qui pousse et qui empêche, et d'une certaine façon qui va aussi canaliser. C'est la grande force finalement du seul aspect bleu, du seul aspect bleu qu'elle a. On note au passage, encore une fois, qu'on a une lune anarétique, hein, encore une fois, à 29 degrés du taureau, hein, donc avec quelque chose de très important émotionnellement à éprouver. Et voilà, le seul aspect bleu, alors bon, ça dépend quel orbe on prend, bien sûr, hein, parce qu'on a un trigone très large ici aussi entre Chiron et Vénus, mais on a quand même un aspect bleu ici qui peut un petit peu, pas sauver le thème d'une certaine façon, parce qu'il est très bien comme ça, ce thème, mais on a une puissance ici. On a quand même un féminin qui peut compter sur un soutien saturnien. Et voilà, c'est pas toujours ce qu'on a pu voir jusqu'ici quand même dans les autres thèmes. Cette Vénus, bon bah cette Vénus en carré à Saturne, encore une fois, on voit bien à quel point ça n'a pas dû rendre facile une Vénus qui, en maison 11 et en Gémeaux, qu'on aurait pu imaginer sautillante dans les prairies ou s'amusant à faire des jeux de mots. Bon, bah non, à côté de Pluton et en carré à Saturne, c'est dans les profondeurs qu'elle a mis en image tout son art et toute sa créativité. Il y a Chiron et Pays, là, et Porte Invisible qui sont au fond du ciel, hein, aussi. Qui sont proches Qui du sont, descendant. pardon, en descendant. Oui. Au descendant. Dans la maison 6, hein, maison Oui, qui, entre autres choses, nous parle des rituels de la vie quotidienne et de la santé. Hein. Mais oui, c'est vrai oui. que là, pour le coup, il a vraiment fallu sublimer son, ses multiples handicaps, finalement. Elle a vraiment transmuté tout ça en œuvre. Et il y a encore quelques superbes phrases que je voudrais vous partager quand même avant qu'on se dise au revoir. Elle dit: il pensait que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint de rêve. J'ai peint ma propre réalité. Ça, c'était pendant une exposition au Mexique en 1953. Et puis, toujours en 1953, un peu avant l'amputation de sa jambe droite, elle dit dans le journal de Frida Kahlo, pieds, donc elle parle à ses pieds. Pieds, pourquoi ai-je besoin de vous, puisque j'ai des ailes pour voler? Elle dit encore, rien n'est absolu, tout change, tout bouge, tout tourne, tout s'envole et s'en va. Dans le même journal de Frida Kahlo. Et ensuite, elle dit aussi, alors, je pense que la traduction est peut-être pas tout à fait juste parce que ça commence par, à la fin de la journée, nous pouvons endurer beaucoup plus. Je pense que c'est cette expression qu'on dit at the end of the day, qui veut dire au final, en fin de compte, on peut faire un constat qu'on peut endurer beaucoup plus que ce qu'on le pense. Donc, encore une fois, on a ici une résilience hein, et un côté guérisseur blessé, une transformation, une bascule chironienne qui est vraiment pas négligeable. Et elle dit encore, je ne suis pas malade, je suis brisée, mais je suis heureuse d'être en vie tant que je peux peindre. Et ça, c'était une lettre adressée à un docteur. Voilà, voilà, voilà. On a fait, bon, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés parce qu'on n'a pas pu rester bien longtemps sur chaque grande dame. Mais c'est voilà, c'est un sujet que je trouve vraiment complexe
et passionnant. Celui-là, celui du féminin. Euh, Est-ce que ça veut dire que quand quelque chose est empêché, entravé, encore une fois, hein, si on parle, nous, entre astrologues ou astrophiles, est-ce que quand il y a une, une obligation de quelque chose, ça nous pousse pas finalement Mm. à passer quand même, à nous réaliser, à Mm. contenir quelque Mm. chose, comme si en fait la blessure, l'empêchement, Mm. comme si le féminin entravé, Mm. euh, il avait quand même pu, de cet empêchement, il avait quand même pu jaillir une force qui ouvre la voie Mm. à à une résilience, à la guérison et puis peut-être que chacune, et plein d'autres encore, hein, parce que je pense que j'aurais pu faire toute une panoplie encore bien plus grande sur les grandes femmes en lien avec le féminin et qui ont apporté à la cause féminine. Mais peut-être que ça aide à réinventer un féminin toujours plus libre, plus vivant, plus authentique, peut-être. Donc, Là, on j'espère parle de... que ça vous a plu. Moi, je suis Oui. ravie que vous ayez été aussi nombreuses et nombreux. C'est un vrai plaisir. Si vous avez envie, voilà, une autre fois qu'on recommence cette expérience avec un autre sujet qui peut être tout aussi passionnant que celui-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire, moi j'aimerais bien qu'on fasse une conférence sur telle ou telle ou telle chose. Et voilà, si jamais je suis prise et passionnée par le sujet, eh ben, il n'y a pas de souci. Une fois prochaine, on fera ça Je ensemble. peux faire une petite suggestion, Jess, parce que là, Déjà? oui, parce que là, on a vu finalement des voies de transformation via voilà, la résilience, un féminin blessé. Et je viens de me dire, ça pourrait être intéressant de comparer ça à des thèmes de femmes, de grandes mystiques, qui ont aussi connu une voie de transformation, mais probablement avec des thèmes très différents. On aura probablement un peu moins d'Uranus. C'est, oui. Oui. Plus de Neptune. Ouais, très intéressant, bien sûr. Ouais. Merci pour là-dessus. Moins de, moins de Mars. Je pense que les femmes, elles en ont marre de... Ah, Et, mais justement, je trouve que ces femmes, elles avaient un rôle à jouer pour faire avancer aussi tout ça. Donc c'est c'est ça qui est aussi hyper intéressant. c'est ça qui fait poser la question de est-ce que la blessure, et c'est une réflexion qui est très kyronienne, est-ce Mhm. que la blessure prise de la bonne façon n'est pas quand même toujours un marchepied vers une guérison, qu'elle soit personnelle ou collective derrière? Est-ce qu'il Oh, n'y a pas toujours une forme de promesse éventuelle d'un cadeau à la clé? Moi, en Bien tout je cas, sûr. pense, euh, j'aime beaucoup le penser. Donc voilà, je le je pense soumets à... aussi ça, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de monter les marches, mais je pense que c'est là pour ça, oui. Après, Je pense aussi. Est-ce qu'il y a d'autres partages, commentaires ou questions? à quand les grands hommes? Si vous... Oui, À quand les oui, grands hommes? C'est vrai, oui, ça. mais c'est moi, merci Sandra. Moi, c'était exactement ma question aussi. C'était, Ah, non, c'est je Marc pense, qui a posé cette question. ouais, mais je pense, mais je n'ai pas de, comment dire, de nourriture astrologique là-dessus. Je pense que les génies en général, ils ont des parcours, qu'ils soient des hommes ou des femmes, extrêmement difficiles. Mm. Enfin, bon, j'irai pas plus loin. Mais moi, effectivement, ça m'intéresserait de voir, mais je sais pas, moi, chez Baudelaire, chez des sculpteurs, euh, je pense qu'ils ont eu des parcours et donc des thèmes un peu difficiles dont ils se sont, enfin, ils se sont dépassés. Oui, ils ont dépassé certaines, Oui. ouais, ouais, certaines entraves, bien sûr. Mm. Parce que le génie, bref, n'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est dans la douleur aussi, souvent, dans la Très souffrance. souvent, il y a une histoire d'accouchement, ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même, il y avait cette thématique aussi assez précise finalement, qui était quelque part la lutte féministe, Mm. qui fait qu'il y a une cohérence uranienne, martienne, voilà, et que du coup, si on prend pas de thématique précise, les grands peintres, etc.,
peut-être que ce serait intéressant parce qu'on pourrait trouver quand même des choses communes, mais c'est vrai que cette thématique-là, elle a quand même guidé aussi C'est vrai. l'émergence de certaines choses. Oui, et c'est juste, je vois ce que tu veux dire, puisque souvent, c'est le fait de me poser la question, d'abord d'une idée générale, qui fait que je constate. Là, par exemple, pour ces grandes femmes, c'est ça. Je dis, waouh, super ce thème, super ce thème, super. Je dis, hey, mais c'est moi ou il y a quand même beaucoup de féminins blessés là-dedans? C'est comme si la thématique, elle arrivait par le constat pendant la recherche. Bien Donc sûr. peut-être que justement, avec des grands hommes, euh, quels qu'ils soient, on pourra trouver aussi, je sais pas, un fil de sens qui pourrait être un endroit intéressant à creuser pour regarder Une ça tous ensemble. blessure. Il y a de grandes chances qu'une blessure. Moi, ce que j'aurais bien aimé dans cette présentation du féminin, c'est justement ne pas trouver que des femmes. Parce que j'ai envie de dire que le féminin n'est pas l'apanage des femmes. Mais t'as raison, Marc. Ouais, t'as raison. T'as Ouais. fait raison. Ça aurait été bien quand même il y ait le féminin chez l'homme aussi, comme dans les grands hommes ou dans le côté Pourquoi masculin pas? fort, on Ouais. peut glisser une ou deux femmes, etc. Parce il y a des caractères, il y a des thèmes là-dedans. Mm. Entre guillemets, c'est des thèmes d'hommes, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Donc cette notion voilà, je préfère la notion de masculin-féminin à la notion Mm. d'homme-femme, parce Bien que sûr. on est jamais totalement homme, jamais totalement femme. On est subtil mélange et bon dosage entre les deux, quoi. Tellement, tellement d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Ce serait très intéressant de mêler un petit peu d'hommes quand on parle du féminin. Mais Mhm, un jour, on merci. aura l'égalité, hein, un jour. Mais c'est tellement un sujet. Dit-il alors qu'on est dans un système patriarcal, c'est pas mal, Marc. Le féminisme est tellement un sujet et ces femmes-là, elles ont lutté pour ça quand même. Donc, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là de la bagarre, hein. C'est une bagarre. Oui, mais Et par en même exemple, temps, C'est pas par et, hasard et- si on retrouve beaucoup Uranus dans leur thème, hein. Et mm, Uranus, on a affaire à des pionnières, à des gens qui ont ouvert des ouais, portes. Mhm, tout à fait. mais Frida Kahlo et la précédente qui était Virginia Woolf, moi, de ce que je connais de leur parcours et de ce que je vois dans leur thème, ce sont des femmes qui ont émergé, qui avaient mais elles n'avaient pas forcément me semble-t-il, L'intention. le féminisme chevillé au oui, corps comme l'ont eu comme Simone de d'autres qu'on a vus Beauvoir ou juste d'autres, avant. quoi. Mhm. Oui, C'est bien un autre sûr. éclairage, j'ai trouvé. Oui, oui. Et C'est pas la cause des femmes ouais, Ouais. en premier lieu, bien sûr. Et d'ailleurs, elles étaient aspectées, leur thème était différent. On l'a bien tout à vu fait. justement les aspects. Tout à Ouais, fait. c'était C'est très ça qui très était différent. intéressant. Oui, oui. Ouais, Très subtil, Jessica, ce que tu nous as merci, présenté. ouais. Super. Merci Bon, ben, en tout beaucoup. cas, pour moi, c'était un vrai plaisir. Donc, je suis ravie si vous avez passé un bon moment. Ouais. Oui, Voilà, très bon. on était entre nous et je suis contente aussi d'avoir pu afficher pas mal de vos petites vignettes pour voir les visages. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Merci d'avoir été D'accord, là. merci. Et Bonne voilà, je ne soirée sais à pas tous. encore si je vais partager le replay à toutes les personnes qui l'ont demandé ou si je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Mais en tout cas, un grand merci pour votre présence et pour votre participation. Je vous embrasse. Et merci de ton Merci. travail et de À ta bientôt. recherche. Merci. Et vivement Merci. la Merci, prochaine fois. bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde. Au revoir. Et voilà.